Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin est le directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. La course à la souveraineté cette semaine a pris un nouvel élan avec d'abord le sommet de Choose France qui a permis de récolter 93 milliards d'euros d'investissements étrangers, c'est un record. La Commission européenne qui annonce également une enveloppe de 200 milliards d'euros pour combler notre retard dans les outils numériques. On a le sentiment, François, que les choses sont un peu en train d'accélérer. Oui, on peut vraiment parler de course, mais c'est une course qui relève à la fois du sprint et du marathon. Du sprint, car il y a véritablement urgence. Il faut réagir, il faut agir, car au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, on lève aussi beaucoup d'argent. On a Alphabet, la maison mère de Google, qui fait une augmentation de capital de 80 milliards. On a SpaceX qui va lever dans quelques heures près de 75 milliards pour accélérer lui aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les satellites. Je fais une parenthèse, mais vous nous aviez donné le chiffre il y a déjà quelques semaines. Absolument, on en a déjà parlé lors d'une précédente chronique. Donc on lève beaucoup d'argent partout, pas qu'en Europe, et c'est aussi un marathon, parce que cette course, on va en parler encore dans les années qui viennent, voire peut-être probablement dans la prochaine décennie, parce que on a été trop longtemps naïf en Europe. On savait qu'on avait des faiblesses en matière d'industrie. On parlait beaucoup de désindustrialisation, que ça soit en Europe, mais surtout et particulièrement en France. Mais on l'a pu le voir, la crise sanitaire a révélé de véritables faiblesses en matière de santé. La guerre en Ukraine, notre fragilité militaire, et le blocage du détroit d'Ormuz, qu'on a toujours des défaillances énergétiques. Sur la santé, on a aussi un problème en matière de souveraineté, et ça, on en parle moins. Oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de technologie. On dit en Europe, 80% des produits, services et infrastructures numériques utilisés ne viennent pas de fournisseurs européens. Eh bien, on a exactement le même chiffre dans le domaine de la santé. 80% des molécules de base essentielles pour fabriquer des médicaments, sont produites hors d'Europe, d'où les difficultés qu'on a pu voir pour fabriquer du paracétamol. Plus récemment, on a eu des soucis sur le produit antibiotique essentiel comme l'amoxicilline. On s'est retrouvé en situation de pénurie pendant des pics d'épidémie grippale. Bref, on le voit, on a des vraies lacunes en matière de santé. Alors on essaie de reconstituer des stocks, on essaie d'investir, mais ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'au même moment, Donald Trump, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il promet aux grands laboratoires européens de ne pas payer de taxes douanières s'ils viennent investir, produire, développer leur R&D aux États-Unis. Et ça marche. Les grands laboratoires européens ont prévu d'investir entre 20 et 50 milliards. Sanofi, AstraZeneca, Novartis. Et pourquoi ils sont attirés par les États-Unis ? Parce qu'ils peuvent y vendre des médicaments 3 à 4 fois plus chers. Dans la défense, on aime souvent rappeler que la France est l'un des principaux exportateurs d'armes. Pourtant, lorsqu'on regarde le détail, on a un problème réel de souveraineté dans la défense. On a une très forte dépendance aux technologies et aux groupes américains. Absolument. Là, on voit qu'il y a une prise aussi de conscience depuis la guerre en Ukraine. Donc tout le monde accélère. Les carnets de commandes des fabricants de défense, de militaires, d'armes, d'obus, de missiles et de radars, les carnets de commandes, ils sont pleins, mais le retard, il est considérable. En tout cas, en Europe, on a mis en place le plan ReArm 2030. Il y a une vraie prise de conscience. On a mis en place des nouveaux programmes pour développer une future constellation de satellites. Les satellites, on vient de se rendre compte que c'était extrêmement important. Or, en 2008, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne ? Elle a donné aux Américains l'exclusivité de l'exploitation des bandes de fréquences satellitaires qui permettent tout simplement aux téléphones et aux objets connectés de communiquer. Et là, on est en train de revoir un petit peu la règle du jeu et de redistribuer des fréquences. Mais en 2008, on a confié toutes les clés des satellites aux Américains. Dans le secteur technologique, François, 80% des services numériques que nous utilisons en Europe sont des services américains. La Commission européenne l'a rappelé cette semaine avec un plan massif d'investissement dans le secteur technologique. On est très ambitieux, mais on a un très gros retard. On a un très gros retard. Et le retard, on en a pris conscience notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on a une part de marché de l'ordre de 7%. En 2023, l'Union européenne a dit, dans les semi-conducteurs, la production de semi-conducteurs, qui est vraiment l'élément essentiel pour développer des nouvelles technologies, on va essayer d'avoir une part de marché de 20%. Mais là, il faut se rendre à l'évidence, on n'arrivera jamais au fameux 20%. La Cour des comptes européenne a même qualifié que c'était pas du tout raisonnable comme objectif, même si on a prévu d'investir des dizaines de milliards. Parce qu'au même moment, les Américains,
les Asiatiques investissent des montants aussi considérables. Et puis, on a un handicap dans le domaine des semi-conducteurs, c'est que nos champions, eh bien, ils sont sur des puces analogiques, des puces qui servent à faire fonctionner votre smartphone ou faire fonctionner votre voiture, mais on n'a pas les puces du tableau de bord. Exactement, mais on n'a pas des puces qui permettent de faire fonctionner l'intelligence artificielle, et c'est ces puces-là qui sont aujourd'hui extrêmement recherchées. Donc on n'arrivera jamais à avoir une part de marché de 20% avec tous les efforts, parce que là on a pris un retard considérable. François, en France, on aime beaucoup se flageller et toujours insister sur nos retards, sur nos manquements. Il y a quand même un secteur où l'Europe a un gros atout, c'est celui de l'électrification. Ah là, vous avez absolument raison. L'électrification, c'est le point fort de l'Europe, et surtout, c'est le point fort de la France. L'électrification, d'abord, c'est un secteur en très très forte croissance pour plusieurs raisons. Tout simplement, les réseaux électriques sont obsolètes, que ce soit en Europe et aux États-Unis, donc il faut les remplacer. Et puis les réseaux deviennent beaucoup plus complexes. Il faut davantage de connexions avec l'arrivée des énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes. Donc il faut des réseaux avec davantage de connexions. Et puis bien sûr, on a des nouveaux usages, le chauffage électrique, la domotique, les voitures électriques, et puis bien sûr les data centers. Donc on a un marché en très très forte croissance, et on a des champions, des tonnes de champions en France. Schneider Electric, Legrand, Nexans, ce sont des acteurs incontournables pour fournir des data centers, dans les data centers, des composants, des systèmes de refroidissement, des câbles, des services de maintenance. Un quart aujourd'hui du chiffre d'affaires de Legrand est destiné aux data centers, donc ça devient quelque chose d'extrêmement structurant pour ces champions. Typiquement, ce sont les valeurs sur lesquelles on peut investir si on veut profiter de ce boom de l'électrification. Absolument. Nous, c'est ce qu'on recommande chez Investir, c'est que ce sont des acteurs vraiment de premier plan. Alors, on n'est pas de champion dans le domaine de l'IA, mais on accompagne ces champions dans le domaine de l'IA pour la fabrication des data centers. Et puis, dans le domaine de l'électrification, il ne faut pas oublier qu'on a EDF, qui n'est plus coté en bourse, mais on a Engie, qui est un champion, et on a des acteurs qui savent fabriquer des centrales nucléaires. Vinci, qui a construit la majeure partie du génie civil des 57 réacteurs français. Donc on a toute la filière pour exceller dans ce domaine, et c'est là-dessus bien sûr qu'il faut aujourd'hui capitaliser. Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, était l'invité des Voix de l'économie il y a quelques jours. Lui est plutôt prudent sur l'électrification, en disant attention, ne pas aller trop vite, parce qu'on a quand même aussi un problème de réseau en France. Il n'y a pas que les centrales électriques. C'est vrai. De quoi on parle cette semaine dans Investir? Enfin, je le sais, je vous pose la question comme ça, mais on va parler du placement préféré des Français. Et Marc Bourreau, c'est quoi le placement préféré des Français? J'aurais dit le livret A, mais plus tout à fait sûr maintenant, l'assurance vie. Absolument, oui. Ça reste de très très loin l'assurance vie, parce qu'on a un rendement beaucoup plus important que dans le domaine du livret A, et on fait le palmarès des contrats d'assurance vie multi-support. Un contrat d'assurance vie multi-support, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'assurance vie où vous avez un contrat en euros garanti, avec un taux connu annuel, et vous pouvez y loger des produits qui permettent d'augmenter le rendement, notamment des fonds, des ETF. Et voilà, on sait ce que va faire Marc Bourreau samedi matin, acheter, investir dans les kiosques, ou alors le découvrir en ligne, puisqu'il est disponible dès ce soir. Il sera disponible ce soir en ligne. Merci beaucoup François Monnier, directeur des rédactions du magazine Investir. Et merci à tous les deux. Et sur cette souveraineté européenne, on posera justement la question à mon invité à 8h15, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, Thierry Breton. Stéphane, on vous retrouve, bon week-end, on vous retrouve lundi pour une nouvelle matinale écho. Non, ce sera Charles. Ce sera Charles Bonner, donc à partir un week-end un petit peu prolongé. De 6h. Voilà. Eh bien, écoutez, profitez bien. Dans 2 minutes, le projet de loi de finances 2027, nouvel Himalaya budgétaire du gouvernement dans les coulisses de la politique de Marcelo Westfred. Avant cela, on reste dans la politique et ce cher langage de crise décrypté par Karine Dijoux.